Les Américains l'appelaient la cathédrale de fer. Les Britanniques l'appelaient le désastre à 3 étages. Les Soviétiques l'appelaient le cercueil pour 7 frères. Les Allemands riaient et l'appelaient une cible magnifique. En 1941, le char moyen M3 était le véhicule blindé le plus moqué au monde. 10 pieds de haut, un canon sortant de la coque, comme sur un cuirassé de 1918. Il ressemblait à quelque chose qui appartenait à la guerre précédente. Chaque armée qui en recevait un trouvait de nouvelles façons de l'insulter. Mais en mai 1942, cette plaisanterie fit ce qu'aucun char britannique ne put faire. Elle stoppa net les Panzers de Rommel. Juin 1940. Les blindés allemands conquirent la France en 6 semaines. Les divisions blindées qui avaient brisé l'armée française n'étaient pas supérieures en nombre. Les Français avaient en fait plus de chars, mais les équipages allemands étaient mieux entraînés. Les tactiques allemandes étaient révolutionnaires et les commandants allemands comprenaient comment concentrer les blindés au point décisif. Les planificateurs militaires américains regardèrent les actualités et comprirent ce qu'ils voyaient. La guerre moderne avait changé. Les chars n'étaient plus des armes de soutien pour l'infanterie. Les chars étaient de l'arme décisive. L'armée des États-Unis possédait environ 400 chars. La plupart étaient des chars légers, M2 armés de mitrailleuses. Quelques modèles plus récents portaient de petits canons de 37 mm. Si l'Amérique entrait en guerre, ses soldats feraient face à la force blindée la plus expérimentée de l'histoire, avec un équipement conçu pour une génération de guerre antérieure. L'armée savait exactement ce dont elle avait besoin. Un char moyen portant un canon de 75 mm. Pas à cause du calibre, mais à cause de ce que ses munitions pouvaient faire. L'arme pouvait tirer des obus anti-chars pour tuer les chars ennemis. C'était évident. Mais elle pouvait aussi tirer des obus explosifs pour détruire les fortifications, les nids de mitrailleuses et les positions d'infanterie. Les canons plus petits ne pouvaient pas faire les deux. Le canon britannique de 40 mm n'avait pas d'obus explosifs efficaces. Quand les chars britanniques rencontraient de l'infanterie ou des positions fortifiées, ils n'avaient rien d'autre que des mitrailleuses. Le 75 mm était une arme à double usage. Un seul char pouvait tuer des blindés ennemis et soutenir l'infanterie. Cette flexibilité allait se révéler décisive. Mais les usines américaines ne pouvaient pas encore construire un char de 75 mm correct. Pas encore. Les tourelles de chars nécessitent une ingénierie de précision. Le canon repose dans un anneau rotatif monté sur la coque. Lorsque le canon tire, les forces de recul s'exercent vers l'arrière à travers l'anneau de tourelle dans la structure de la coque. Des canons plus gros signifient un recul plus important. Un recul plus important nécessite des anneaux de tourelle plus grands. Un canon de 75 mm avait besoin d'un anneau de tourelle de plus de 150 cm de diamètre pour supporter les forces impliquées. Les fonderies américaines en 1940 ne pouvaient pas couler des anneaux aussi grands. L'usinage de précision n'existait pas. Construire de nouvelles fonderies et former des ouvriers prendrait au minimum 18 mois. Le M4 Sherman était déjà sur la planche à dessin, une vraie tourelle, un vrai canon, un vrai char. Mais le Sherman n'atteindrait le champ de bataille en nombre qu'à la fin de 1942. L'armée avait besoin de blindés en 1941, quelque chose qui puisse combattre les Panzers maintenant, pas dans 2 ans. Les ingénieurs de l'arsenal de Rock Island proposèrent une solution qui mit tout le monde mal à l'aise. Et s'ils montaient le canon de 75 mm dans la coque au lieu d'une tourelle, c'était un concept obsolète. Les chars de la Première Guerre mondiale utilisaient des canons en casemate. Les navires utilisaient encore ce système, mais la doctrine moderne des chars exigeait des tourelles rotatives pour la flexibilité. Un canon en casemate ne pouvait tirer que dans un arc limité. Pour engager des cibles sur le flanc, le char entier devait pivoter. Dans une bataille rapide, ce retard pouvait être fatal. Les ingénieurs savaient tout cela. Ils proposèrent quand même ce design, parce qu'un canon de 75 mm en casemate était infiniment mieux que rien du tout. L'armée approuva le développement en juillet 1940. Le premier prototype fut prêt en janvier 1941. La production commença en août. Le char moyen M3 mesurait 3 mètres de haut. À titre de comparaison, le Sherman mesurerait 2,7 mètres. Un Abrams moderne, mesure 2,4 mètres. Le M3 dominait tout. La hauteur venait de l'empilement des composants.
Un moteur d'avion se trouvait à l'arrière, un Wright Air 975, un moteur radial conçu à l'origine pour les avions, puissant et fiable, mais haut. Le canon de 75 mm en casemate se trouvait à l'avant droit de la coque. Au-dessus, une petite tourelle portait un canon de 37 mm pour engager les cibles plus légères. Une coupole de chef de char se trouvait au-dessus de cela. 3 niveaux, 3 mètres, le désastre à 3 étages. 7 membres d'équipage entassés à l'intérieur. Le blindage était en acier riveté, de 51 mm d'épaisseur à l'avant. Pour l'équipage à l'intérieur, ces rivets étaient essentiellement des balles en puissance. Un impact non pénétrant à l'extérieur pouvait ciseler la tête d'un rivet à l'intérieur, la transformant en shrapnel qui rebondissait dans une boîte d'acier bondée. Combiné à la hauteur suicidaire, ces défauts signifiaient que les tankistes américains ne se moquaient pas seulement du M3. Ils le craignaient. Personne ne voulait se battre dans ce truc, mais entre août 1941 et décembre 1942, les usines américaines en construisirent 6258. En Afrique du Nord, la 8e armée britannique perdait depuis 18 mois. Le maréchal Erwin Rommel arriva en février 1941 avec une petite force allemande pour soutenir les Italiens. En quelques semaines, il avait repoussé les Britanniques jusqu'à la frontière égyptienne. En quelques mois, il était devenu le commandant le plus redouté du désert. Les Britanniques lancèrent l'opération Crusader en novembre 1941. Plus de 700 chars attaquèrent les positions de Rommel. Le résultat fut un désordre tactique. Les blindés britanniques chargèrent les canons anti-chars allemands. Les panzers allemands éliminèrent les chars britanniques à distance. Les Britanniques regagnèrent du terrain, mais le coup fut stupéfiant. Ils perdirent plus de 500 chars. Mais Rommel en perdit plus de 300, plus de la moitié de sa force blindée totale. Le problème était la puissance de feu. Les chars britanniques Crusader et Stuart portèrent des canons de 40 mm, des armes avec un défaut critique. Ils ne pouvaient tirer que des obus anti-chars. Le canon de 40 mm était un pétard. Aux distances de combat, il avait du mal à pénétrer le blindage frontal du Panzer III. Les nouveaux Panzer III spéciaux et les Panzer IV étaient presque invulnérables. Les équipages de chars britanniques touchaient les chars allemands et regardaient leurs obus ricocher. Puis, les canons allemands de 50 mm perforaient le blindage britannique comme du papier. Les mathématiques de l'engagement étaient brutales. Les Allemands pouvaient tuer des chars britanniques à 800 mètres. Les Britanniques pouvaient à peine blesser les Allemands à 400 mètres. Pire, sans obus explosifs efficaces, ils étaient impuissants contre les cibles molles. Les servants des canons allemands de 88 mm apprirent qu'ils pouvaient rester en position à découvert. Pour les équipages britanniques, c'était un cauchemar récurrent. Ils devaient s'approcher à des distances suicidaires, juste pour égratigner la peinture d'un Panzer, tout en sachant que les Allemands pouvaient perforer leur blindage avant même que les Britanniques ne puissent viser. Ce n'était pas seulement un problème tactique, c'était une crise de confiance. Ils savaient que leurs outils étaient de briser. Début 1942, les Britanniques avaient besoin d'un miracle. En janvier 1942, les premiers M3 Grant arrivèrent en Égypte. Les Britanniques avaient légèrement modifié le design. Leur version avait une tourelle plus basse avec la radio à l'intérieur. Ils le nommèrent d'après Ulysses S. Grant. La version américaine standard gardait la tourelle plus haute. Les Britanniques l'appelèrent Lee, d'après l'adversaire de Grant. Les équipages de chars britanniques se rassemblèrent autour des machines imposantes et fixèrent le vide. La hauteur était absurde. Sur le désert plat, cette chose serait visible à des kilomètres. Mais ensuite, ils examinèrent le canon. 75 mm, presque le double du calibre de leur canon de 40 mm. Ils pouvaient tirer des obus anti-chars pour tuer des chars et des obus explosifs pour tuer tout le reste. Ils étaient morts avec des pétards pendant 18 mois, puis ils testèrent le 75 mm. L'obus de 75 mm volait plus loin et frappait plus fort que tout ce que les tankistes britanniques avaient jamais utilisé. À 1000 mètres, l'obus perçait une plaque de blindage représentant un Panzer III. À 1500 mètres, il faisait encore des impacts mortels. Les obus explosifs étaient encore plus impressionnants.
Ils pouvaient détruire des positions de canon, des fortifications et des concentrations d'infanterie à des distances où les armes ennemies ne pouvaient pas atteindre le char. Après 18 mois d'impuissance, ils possédèrent soudain une arme capable de tuer n'importe quoi sur le champ de bataille. Le Grand était laid, le Grand était haut, le Grand était tactiquement maladroit. Mais le Grand pouvait tuer des panzers à 1000 mètres de distance. Les commandants britanniques affectèrent 167 Grant à la 4e brigade blindée. Ils les positionnèrent pour l'offensive attendue de Rommel, puis ils attendirent. En mai 1942, les deux armées avaient fortifié leur position le long de la ligne de Gazala en Libye. Rommel commandait 560 chars. Les Britanniques en avaient 850, dont 167 des nouveaux Grant, avec la 4e brigade blindée. Les services de renseignement allemands rapportèrent l'arrivée de grands véhicules américains maladroits avec des canons montés en casemate. L'état-major de Rommel ignora la menace. La hauteur faisait de ces chars des cibles évidentes. Le canon en casemate était un concept de la Première Guerre mondiale. Les équipages allemands les élimineraient facilement. Le 26 mai 1942, Rommel lança l'opération Venice. L'Africa Corps contourna par le sud la ligne de Gazala exactement comme prévu. Les commandants de chars allemands s'attendaient à une autre victoire, une autre retraite britannique, une autre démonstration de la supériorité allemande. Le lendemain matin, ils rencontrèrent la 4e brigade blindée. 27 mai 1942, le désert au sud de Gazala. Des panzers de la 15e division blindée repérèrent des blindés britanniques et se déplacèrent pour engager le combat. Tactique standard, s'approcher à 500 mètres, distance à laquelle les canons allemands pouvaient pénétrer le blindage britannique de manière fiable. La distance était de 1200 mètres. Quand les Britanniques ouvrirent le feu, les commandants allemands ne comprirent pas ce qui se passait. Des obus frappaient à des distances où les canons britanniques avaient toujours été inutiles. Les obus ne ricochaient pas. Le premier panzer explosa. Le feu et la fumée jaillirent de la tourelle. Puis un deuxième, puis un troisième. Les équipages allemands poussèrent en avant, essayant de combler l'écart. Leurs canons de 50 mm ne pouvaient pas pénétrer ces étranges nouveaux chars à cette distance. Ils devaient se rapprocher. Les Britanniques continuaient de tirer. Les mathématiques étaient simples et brutales. Le canon de 75 mm du M3 Grant pouvait pénétrer le blindage frontal du Panzer 3 à 1000 mètres. Les canons courts de 50 mm de la plupart des chars allemands ne pouvaient pénétrer le blindage du Grant qu'à bout portant. Cela signifiait que les Grant avaient une zone de destruction mesurée en centaines de mètres, une étendue de désert où ils pouvaient détruire des panzers qui ne pouvaient pas riposter. Les commandants allemands essayèrent de traverser rapidement la zone de destruction. Ils accélérèrent vers la ligne britannique, espérant que la vitesse les sauverait. Elle ne les sauva pas. Les artilleurs britanniques eurent le temps de tirer plusieurs coups avant que les chars allemands n'atteignent la distance efficace. Chaque coup qui touchait signifiait un autre panzer en feu. La discipline de l'Africa Corps commença à se fissurer. Les communications radio, habituellement précises et professionnelles, se dissolvèrent dans la confusion. Des équipages vétérans qui avaient ri de la cible magnifique criaient maintenant à propos de batteries invisibles les détruisant depuis l'horizon. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui les tuait. Les rapports affluèrent au quartier général allemand tout au long de la matinée. Les chars britanniques engagèrent le combat à plus de 1000 mètres. Les obus allemands ne pénétraient pas à distance. De multiples panzers perdus dans chaque engagement. L'attaque du centre britannique était complètement enlisée. Des unités qui auraient dû percer étaient clouées sur place, subissant des pertes. Rommel reçut les rapports et comprit immédiatement ce qui avait changé. Les Américains avaient donné aux Britanniques un char avec un canon qui surpassait tout dans son armée. 18 mois de supériorité matérielle avaient disparu du jour au lendemain. L'Africa Corps n'affrontait plus le même ennemi. Rommel écrivit plus tard à propos de Gazala: « L'avènement du nouveau char américain, admit-il, déchira de grands trous dans nos rangs. » Il ajouta une vérité douloureuse: « Jusqu'en mai 1942, les chars allemands avaient en général été supérieurs en qualité au type britannique correspondant. Ce n'était désormais plus vrai, du moins pas dans la même mesure. » Cette phrase, « du moins pas dans la même mesure »,
capturait le choc. Pendant 18 mois, les blindés allemands avaient dominé grâce à un équipement supérieur, un entraînement supérieur et des tactiques supérieures. En un seul jour, la production industrielle américaine avait effacé l'avantage matériel. Le canon de 75 mm changea tout. Le M3 Grant, laid, moqué, compromis, avait donné aux équipages britanniques la capacité de tuer des panzers à des distances où ils ne pouvaient pas être tués en retour. Rommel comprit que ce n'était que le début. Rommel s'adapta rapidement. Il n'avait pas le choix. Le canon anti-aérien de 88 mm devint sa solution. Conçu à l'origine pour abattre des avions, le 88 pouvait aussi tuer des chars à distance extrême. Il pouvait détruire des Grant à 2000 mètres, bien au-delà de la portée efficace du 75 mm. Rommel poussa les canons de 88 mm vers l'avant avec ses pointes blindées. Chaque fois que ses panzers rencontrèrent des Grant, les 88 tiraient en premier à longue distance. Il demanda aussi désespérément plus de Panzer IV spéciaux avec le canon long de 75 mm à haute vélocité. L'arme améliorée pouvait égaler la portée du Grant, mais les nouveaux chars n'arriveraient en nombre que dans des mois. La hauteur du Grant restait un défaut fatal. Dans le désert plat, les observateurs allemands pouvaient les repérer à des kilomètres. Chaque engagement commençait avec les Allemands, sachant exactement où les blindés britanniques étaient positionnés. Rommel gagna la bataille de Gazala par son génie tactique, pas par la supériorité matérielle. Il manœuvra mieux que les Britanniques. Il exploita leurs erreurs. Tobrouk tomba en juin. Les Britanniques se retirèrent profondément en Égypte, mais le coût fut bien plus élevé que prévu. Rommel captura Tobrouk. Il fut promu maréchal, mais ses pertes en chars étaient insoutenables. Les usines allemandes produisaient environ 300 chars par mois. Les usines américaines en construisaient déjà plus de 2000. Chaque Panzer détruit était irremplaçable. Chaque Grant détruit serait remplacé en quelques semaines. Rommel avait gagné la bataille. Il perdait la guerre de la production. À Alam el-Halfa en juillet, les Britanniques l'arrêtèrent enfin. Les Grant n'étaient pas assez pour gagner des batailles offensives, mais ils étaient assez pour tenir des positions défensives, où les blindés allemands devaient venir à eux. L'Africa Corps saigna contre la ligne des Grant. Chaque attaque coûta des chars que Rommel ne pouvait pas remplacer. Le vilain compromis américain faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. En octobre 1942, les premiers M4 Sherman arrivèrent en Égypte. Une vraie tourelle, un canon rotatif de 75 mm. Un profil plus bas, tout ce que le M3 aurait dû être. Montgomery assembla une force écrasante pour la seconde bataille d'El Alamein. Plus de 1000 chars, Grant, Sherman, Crusader, plus de 1000 pièces d'artillerie. L'attaque commença le 23 octobre. 12 jours plus tard, Rommel était en pleine retraite. L'Africa Corps ne se remettrait jamais. La guerre de 6 mois du Grant était terminée. Il avait tenu la ligne de Gazala à El Alamein. Il avait saigné l'Africa Corps de chars et d'équipages irremplaçables. Le cercueil pour 7 frères, la cathédrale de fer, la cible magnifique. Il avait fait son travail. Aujourd'hui, des M3 survivants sont dans des musées. Les visiteurs passent devant eux en se dirigeant vers les Sherman et les Tigres. Ils jettent un coup d'œil à la silhouette maladroite de 3 mètres et se demandent pourquoi quelqu'un a construit quelque chose d'aussi laid. La réponse est simple, parce que le laid était disponible quand le parfait ne l'était pas. Les ingénieurs américains connaissaient chaque défaut avant que le premier M3 ne quitte l'usine. La hauteur, le canon en casemate, le blindage riveté. Ils le construisirent quand même parce que l'alternative était rien. Le M3 n'était pas conçu pour être le meilleur char du monde. Il était conçu pour exister quand le meilleur char n'était pas encore possible. Rommel comprit ce que cela signifiait. Les Américains, nota-t-il, avaient conçu, construit et déployé un char moyen efficace en moins d'1 an. L'Allemagne n'avait rien de comparable à cette capacité industrielle.